bienvenue à cette conférence organisée par le Bianco et qui s'intitule Éthique dans les affaires, enjeux et défis. Parfois on confond éthique avec morale et déontologie. La définition qui consiste à dire que l'éthique est d'abord une posture intellectuelle débarrassée de croyances de la morale. La morale, on va le voir, mais la morale va permettre de distinguer le bien et le mal dans un premier temps et basée sur des réflexions et des interrogations sur les valeurs et les principes. Il y a une autre définition qui se rapproche de plus en plus de ce que je viens de dire, et c'est un mode autorégulatoire du comportement dans lequel le sujet exerce son jugement et engage sa responsabilité tout en faisant appel aux valeurs co-construites, c'est-à-dire construites conjointement et partagées par les membres de son groupe d'appartenance. On voit bien dans cette définition qu'il s'agit d'une posture d'abord. Ce n'est pas le fait de distinguer le bien du mal, mais c'est d'abord une posture qui va permettre après de distinguer le bien du mal. Alors la morale, c'est justement l'ensemble des règles érigées en bien et en mal. Voilà ce qu'on appelle morale. Et la déontologie, c'est l'ensemble des règles des règles comportementales et d'obligations morales appliquées sans réserve au sein d'une profession. Alors, pour simplifier, et on met sur, on va dire, une ligne horizontale les trois notions. Je vais mettre la morale au milieu. Avant la morale, il y a l'éthique. Et après la morale, il y a la déontologie. Car effectivement, l'éthique, c'est ce qui va permettre, c'est une posture intellectuelle qui va permettre de se positionner en morale, c'est-à-dire de distinguer le bien du mal. Donc on ne peut pas confondre finalement éthique et morale. Et une fois qu'on distingue le bien du mal, eh bien, on va aller du côté des différentes professions, des différents secteurs d'activité pour distinguer justement, pour mettre au point les règles comportementales qui régissent une profession. Je crois que cette définition assez simpliste va nous permettre d'avancer davantage et surtout de ne pas confondre au moins les deux notions, voire les trois notions telles que éthique, morale et déontologie. Alors, pour entrer un peu dans le vif du sujet, quels sont les différents enjeux que sous-tend justement l'éthique dans les affaires? Quand on parle d'éthique et affaires, on a l'impression que finalement ce sont deux choses antinomiques. Eh bien non, de plus en plus, parce que les gens réclament un peu plus d'éthique, voire un peu plus de morale dans l'exercice des activités du secteur privé et du secteur public aussi. Alors on a l'impression que ce sont deux choses qui sont antinomiques, qui s'opposent. Non, maintenant de moins en moins, car tout simplement on exige d'un homme de faire preuve justement de réflexion pour bien distinguer le bien du mal, du juste, de l'injuste, de l'acceptable et de l'inacceptable. Alors maintenant, on peut allier les deux notions et ne plus dire non, ce sont deux valeurs, il véhicule ou elle véhicule deux valeurs qui s'opposent. Alors, l'éthique dans les affaires. Bien sûr, quand on parle d'affaires, il y a un terme, il y a un concept qui vient à l'esprit, c'est justement le profit. Les affaires, d'abord, le profit. Et quand on parle des affaires dans le secteur, effectivement, privé, on parle d'abord, ce qui vient à l'esprit, c'est d'abord la rentabilité, le profit. Dans le secteur public, intérêt général, bien commun. Voilà pourquoi d'ailleurs beaucoup de gens, avant, mais un peu moins maintenant, confondent justement éthique et affaires, ou plutôt disent que ce sont deux valeurs antinomiques. Éthique dans les affaires, donc c'est tout à fait possible, et c'est un peu on va dire, le
cheval de bataille du Bianco, notamment, hein, et ce n'est pas seulement que le Bianco, mais en tout cas le Bianco se positionne comme celui qui essaye de vulgariser justement l'éthique dans la pratique des affaires, que ce soit public ou privé. Alors, éthique dans les affaires, c'est essayer de combiner effectivement les deux. Hein, respect des normes pour être conforme avec les lois et les règlements, c'est-à-dire finalement les règles posées par l'État pour régir la société, pour qu'il y ait harmonie dans la société et dans les rapports sociaux, et en même temps l'efficacité. L'efficacité, la rentabilité, le profit. Car une entreprise ne peut pas, n'est pas, en tout cas, n'a pas vocation a priori à servir l'intérêt général comme l'État, sinon il y aurait une confusion. Mais en tout cas, dans la société globalement, hein, chaque acteur a son rôle à jouer et que, effectivement, il faut que chacun joue bien son rôle. Et pour ceux qui sont dans les affaires, notamment dans le secteur privé, eh bien, c'est l'efficacité qui le commande, c'est le profit qui le commande, c'est comment on appelle ça, c'est la rentabilité qui commande. Mais maintenant, dans les affaires, de plus en plus maintenant, on essaie d'introduire l'éthique, afin effectivement de veiller justement sur le bien-être de ses clients d'abord. Hein. On sert, les entreprises privées servent d'abord, bien sûr, ses employés, mais en même temps ses clients et derrière la communauté. Alors quand on parle d'enjeux, hein, quelles sont les mises? Qu'est-ce qui est à gagner? Qu'est-ce qui n'est pas à perdre? Quand on parle d'éthique dans les affaires, qu'est-ce qu'on gagne? C'est ça les enjeux. Hein. Les enjeux, c'est la mise qu'il convient à tout prix de gagner et qu'il ne faut pas perdre. C'est ça ce qu'on appelle enjeu. Alors, comme gain, bien sûr les profits. Sécuriser son investissement. Gagner sa crédibilité, sa réputation. Être utile à la collectivité. Ce sont donc finalement les gains. Et si on ne pratique pas l'éthique dans les affaires, qu'est-ce qu'on perd? C'est très intéressant de voir les différents aspects qu'on perd si on n'applique pas l'éthique des affaires et l'éthique dans les affaires. L'interdiction des activités, par exemple, si on ne respecte pas un certain nombre de règles, eh bien, on peut être interdit d'activité, d'exercer justement sa profession. La faillite, surtout après les condamnations, la perte de confiance de la part justement des clients et aussi des partenaires. Voilà donc pour ce qui est des enjeux. Je le fais ici finalement que ce qu'on appelle en malgache tardis, vous amener à un certain nombre de réflexions pour que après vous puissiez après réagir et pour enrichir justement les débats et les discussions. Alors quels sont les défis? Les défis, ce sont finalement des difficultés qu'on essaie de surpasser, de surmonter. Quand on applique l'éthique dans les affaires, eh bien, beaucoup de gens pensent qu'on perd la concurrence. Ben non, c'est tout à fait possible. Et on va poser cela comme un défi. Il faut bien concurrencer avec éthique. C'est-à-dire rester intègre dans un environnement, on va dire, corrompu. Oui, c'est tout à fait possible. Rester intègre dans un environnement biaisé par la corruption. C'est tout à fait possible. Pour être justement plus tard certifié anticorruption. On est encore loin, mais cher Michel, eh bien, toi tu es dans le bureau des normes, eh bien, on va essayer justement d'avoir cette certification ISO 37001, effectivement, pour labelliser justement les entreprises anticorruption. Les défis, les autres difficultés. Il se trouve que dans ce milieu aussi, eh bien, les intérêts se confondent. Il y a de la collusion des intérêts.
la loi 2016-020 parle de conflit d'intérêts. Il faut éviter les conflits d'intérêts. C'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. C'est-à-dire qu'on va se prémunir contre les collusions, entre les intérêts. L'intérêt privé contre l'intérêt que j'ai vis-à-vis de la communauté, de la collectivité. On vient de traverser des crises très dures, où la concurrence était très rude. Et certaines entreprises bénéficiaient justement des moyens de se développer rapidement, des moyens de se faire de l'argent avec célérité. Eh bien, on pose maintenant comme défi, même en temps de crise, de garder intacte l'éthique. On sent de plus en plus une exigence d'éthique dans les affaires. On parle, par exemple, de la RSE, responsabilité sociale de l'entreprise. On parle de développement durable. Vous voyez que ce sont finalement des métiers d'avenir, si ce n'est déjà le cas. Ceux qui préservent davantage l'environnement, ceux qui respectent justement ces différents aspects sur la citoyenneté, sur la responsabilité de l'entreprise, eh bien, ils ont plus de chances d'être considérés, d'être crédibles dans les différentes transactions. Alors, quelle posture vis-à-vis de cela? Parce que c'est bien beau de dire voilà ce qu'il est, voilà ce que renferment ces différentes notions. Mais nous, on suggère quelques postures. Et au Bianco, on n'est pas donneur de leçons, non. Mais tout simplement, on essaie de faire prendre conscience les différents acteurs de l'économie, que ce soit public d'ailleurs que privé, mais surtout privé. Hein? La mission du Bianco se déploie à partir de 3 piliers. L'éducation, la prévention et l'application de la loi. Alors, les postures que nous, on vous suggère partent de ces 3 postures. D'abord, en matière d'éducation, on sensibilise les différentes professions, les différents secteurs, les patrons d'entreprise, dans le cadre justement des codes de conduite des affaires. Il y en a qui en ont déjà, il y a certains groupements qui en ont déjà, certaines entreprises. Tout est possible. Hein. L'essentiel, c'est que justement, ce qu'on appelle le droit mou, hein, ça c'est le droit mou, eh bien, s'éparpille même dans les entreprises. Et qu'ils qu'ils conviennent entre eux de mettre au point des règles qu'ils respectent eux-mêmes. Pas forcément avec l'aide, voire le conseil à la limite, mais pas forcément sous la direction, sous le contrôle d'une autorité supérieure. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs droit souple ou droit mou. Dans les droits anglo-saxons, on parle de soft law. Donc, code de conduite. On y croit, nous y croyons, car c'est ce que nous, on va faire. On va négocier avec les différents groupements, avec les secteurs, avec les chambres de commerce. Vous voyez, toutes ces instances de regroupement, justement des entreprises, qui veulent effectivement qu'il y ait des règles que tout le monde respecte. Deuxième volet de notre mission, c'est la prévention. Alors comment va se manifester justement les appuis éventuels du Bianco et nous d'ailleurs, c'est pas tout à fait éventuel, mais nous on a cette compétence et on essaie de vendre justement notre compétence. Donc voilà pourquoi d'ailleurs on est là. C'est la cartographie des risques d'atteinte à la probité. Ça peut être nouveau pour nous, mais de plus en plus, dans le secteur public, on l'applique, dans les différents secteurs
comme les douanes, comme les impôts, eh bien, on essaie de cartographier les risques afin de pouvoir identifier justement les brèches qu'il convient maintenant de colmater. Et c'est donc la cartographie des risques qui donc va permettre de bien identifier et de trouver aussi les moyens justement de colmater les brèches. Troisième mission du Bianco, et qu'on essaie aussi de partager dans le secteur privé, c'est effectivement cette posture qui consiste à dénoncer justement la justice, l'illégalité. Si on veut vraiment qu'il y ait des règles de concurrence saines, eh bien qu'on dénonce quand même ceux qui ne respectent pas. Mais cette fois-ci, donc, on n'est plus dans le cadre du droit souple, du droit mou, mais on est dans le cadre du droit dur. Car, comme on dit, la loi, c'est la loi. Donc, pour pouvoir sanctionner, eh bien, on part d'abord d'une dénonciation qui va donc se poursuivre par le biais des enquêtes et par la poursuite et jusqu'à la sanction judiciaire. Donc voilà, prise de conscience collective. Deuxième posture. Et là, j'avais été interviewé dans le cadre d'une émission que je vous incite à suivre tous les matins qui s'appelle Abzaïkoul. Cesser la corruption. Stop la corruption. Eh bien, c'est une émission qui se passe tous les jours, qui se déroule, et sur Radio Madagascar vers 7h-5 et Radio RDJ, il me semble, la radio des jeunes, vers 6h45. Et il y a 2 semaines de cela, j'avais parlé justement de la corruption politique et je vais vous expliquer comment ça se passe. C'est aussi simple, en deux phrases. Voilà donc un politicien, et voilà, juste en face de lui, un opérateur économique. Il se renvoie vite la balle, enfin, se renvoyer la balle, c'est-à-dire il s'entraide. En période électorale, eh bien, voilà un cheval de bataille, comme on dit, financement des activités politiques. Une fois élu, vite fait, renvoi de la manivelle, mais positive cette fois-ci, bien sûr c'est toujours positif, à travers le marché. Et la boucle est bouclée comme j'avais dit. C'est ce qu'on appelle la corruption politique. La corruption politique est très souvent possible avec le financement du secteur privé. Il faut le dire. Et comme les deux pôles se retrouvent bien dans ce pacte corruptif, eh bien, on a du mal finalement à résorber davantage la corruption. La posture pour nous, c'est de couper à un moment donné, peu importe d'ailleurs si c'est le va qui va de l'entreprise vers la politique ou le vient qui va de la politique vers l'entreprise. Peu importe, il faut couper cette boucle. Alors, autre posture, troisième. Et cette posture est de plus en plus appliquée dans le monde anglo-saxon et au niveau de l'ONUDC, c'est-à-dire l'organe des Nations Unies en charge de la corruption, et bien davantage on incite justement à appliquer justement cette due diligence ou diligence raisonnable. En quoi ça consiste? C'est simple. Hein? Avant de financer un investisseur, se renseigne d'abord sur l'entreprise. Autre posture qu'on préconise, c'est ce qu'on appelle le management éthique. Alors c'est simple, c'est donc les organes dirigeants qui doivent faire preuve d'intégrité et de transparence. Tout est possible, bien sûr, mais on dit, ça va être un rêve, oui. Mais voler, ça a été un rêve.
que finalement, les hommes ont pu voler à travers les avions. Alors, quelles sont les perspectives? Eh bien, de plus en plus, les comportements des opérateurs, bien sûr, sont mis sous la loupe. Bien sûr, l'efficacité, oui, mais de plus en plus, l'acceptabilité de leurs actions. Eh bien, oui, l'efficacité, d'un côté, oui, pour les profits, pour le rendement, mais en même temps, est-ce que ce sont des résultats acceptables socialement, acceptables par, justement, les clients, par la communauté auxquels sont destinés, justement, ces produits? Et oui, donc, on insuffle dans l'opinion publique justement ces critères d'évaluation des comportements des opérateurs. En matière d'éthique, c'est simple. Vous avez un espace. Vous avez ce qui est moralement condamnable. Vous avez aussi ce qui est légalement condamnable. Vous avez donc un espace. À gauche, vous mettez la moralité et à droite, vous mettez la légalité. L'espace, il est libre, il est très étendu et vous pouvez jouer sur cet espace autant que vous voulez, pour autant que vous respectiez la moralité, pour autant que vous respectiez la légalité. Donc voilà, pour nous, les perspectives. Cet espace, il est libre. Il n'y a pas de contrainte, sauf à rester dans la moralité, mais surtout dans la légalité. Alors, perspective encore. On va essayer de se concentrer sur un certain nombre d'infractions maintenant, parce que c'est bien beau de dire aussi code de conduite, bien sûr, mais il faut quand même sanctionner aussi les comportements transgressifs. Je cite quelques comportements illégaux. Favoritisme, c'est-à-dire on favorise dans les marchés publics, sous prétexte qu'on soit amis, quelqu'un au détriment d'un autre. Trafic d'influence, c'est-à-dire dans les trafics d'influence, c'est aussi simple, hein. Il y a trois acteurs. Celui qui a la décision, celui qui souhaite avoir la décision favorable et l'intermédiaire. Voilà la constitution de l'infraction qui s'appelle trafic d'influence. Et si vous avez la bonne décision et que vous êtes passé par un intermédiaire, l'infraction qui s'appelle trafic d'influence est constituée. Corruption passive et active. Passive, donc celui qui reçoit, actif, celui qui donne. Conflit d'intérêts. Deux intérêts qui entrent en conflit. Exonération et franchise illégale. Et oui, ça c'est dans le secteur fiscal et douanier. On demande des exonérations fiscales qui ne sont pas prévues dans les lois, dans les textes. Si celles-ci sont prévues dans les textes, c'est pas légal. C'est pas illégal plutôt. C'est tout à fait légal, car c'est prévu dans les textes. Mais si ce sont des exonérations qui ne sont pas prévues dans les textes, eh bien ça s'appelle exonération et franchise illégale. Abus de biens sociaux. Alors combien de patrons d'entreprise confondent justement les deux propriétés de patrimoine? On va en vacances, n'est-ce pas? C'est un peu comme l'équivalent de l'abus de fonction dans le secteur, public. Cadeau illicite. Et pour terminer, quand on parle de perspective maintenant, eh bien, on veille surtout, non pas on surveille, mais on veille surtout à ce qu'il y ait une interaction harmonieuse entre le Bianco et les entreprises. À ce stade, on considère toujours le Bianco comme celui qui fait peur. Non. Si on intervient dans un cadre légal, dans un cadre à la limite moral, il n'y a pas de problème. Le Bianco va toujours se positionner, à partir de maintenant d'ailleurs, mais dans les jours à venir, va se positionner dans la posture
on essaie de prévenir, car dans certains, voire dans beaucoup de cas, on essaie toujours de capter les ressources publiques. Eh bien, il y a instauré des monopoles. C'est-à-dire que finalement, l'État appartient à des catégories de gens qui sont finalement des acteurs de l'économie. Et c'est ce qu'on appelle la captation des ressources publiques, et pour être direct, la captation de l'État. Le Bianco y veillera à ce que ce phénomène se produise de moins en moins. Ça existe toujours, mais de moins en moins, afin qu'on puisse effectivement donner, comme j'ai dit en malgache, donner à tout le monde son intervention. Et c'est ainsi que je termine mon intervention. Merci de votre aimable attention.